Bonjour et bienvenue. Profitez de ce qui suit, abonnez-vous et activez les notifications. Nathan Pierce avait 45 ans lorsqu'il rencontra Olivia lors d'une conférence technologique à San Francisco. Architecte, il dirigeait à Denver une agence de design écologique qui prospérait discrètement depuis plus d'une décennie. Elle était directrice des ventes pour une société de logiciels, toujours souriante, pleine d'une énergie communicative. La connexion fut instantanée. Olivia semblait fascinée par tout ce que Nathan racontait, ses conceptions de maisons écologiques, ses voyages le long de la côte du Pacifique, et même ses anecdotes sur la restauration de meubles anciens le week-end. Elle riait de ses blagues, lui touchait le bras pendant leur conversation, et à la fin de la soirée, ils avaient échangé leurs numéros avec la promesse de se revoir. Leur relation fut un tourbillon. Olivia vivait à Boulder, à seulement 40 minutes de Denver, et durant les premiers mois, ils se voyaient 3 ou 4 fois par semaine. Elle rencontra ses amis, il rencontra les siens. Nathan se sentit à nouveau jeune, comme s'il avait enfin trouvé quelqu'un qui le comprenait vraiment, après des années consacrées uniquement à son travail. Olivia parlait de l'avenir avec une certitude qu'il n'avait jamais connue. Le mariage, une plus grande maison, peut-être même des enfants, s'il n'était pas trop tard. 6 mois après leur première rencontre, Nathan demanda Olivia en mariage lors d'une escapade à Aspen. Elle dit oui avant même qu'il ait pu terminer sa phrase, les yeux brillants de larmes qui semblaient parfaitement sincères. Le mariage fut intime, avec seulement 20 invités, dans un chalet au bord du lac Tahoe. Olivia portait une robe simple et élégante. Nathan, un costume gris clair. La cérémonie était émouvante. Elle avait écrit des vœux où elle parlait d'avoir trouvé son havre de paix, de construire une vie basée sur la confiance et l'amour véritable. La poitrine de Nathan se serra d'émotion. Il crut chaque mot. Les premiers mois de mariage furent exactement comme Nathan les avait imaginés. Ils emménagèrent dans une plus grande maison à Cherry Creek, un quartier paisible de Denver aux rues larges bordées d'arbres centenaires. Olivia apporta ses affaires, ils mélangèrent leurs meubles et créèrent un espace qui leur appartenait vraiment. Elle cuisinait le week-end, il s'occupait du jardin. Il y avait une routine confortable, un sentiment de partenariat que Nathan n'avait jamais connu. Il se sentait complet. Mais 4 mois après le mariage, quelque chose changea. Ce fut subtil au début, presque imperceptible. Nathan remarqua qu'Olivia avait cessé de porter son alliance. Il le vit pour la première fois un mardi matin, alors qu'elle préparait le café avant de partir travailler. Sa main gauche était nue, avec juste une légère marque de bronzage là où l'anneau se trouvait. Nathan fronça les sourcils. « Où est ton alliance ?» demanda-t-il, essayant de paraître désinvolte. Olivia jeta un œil à sa main, comme si elle avait oublié un détail trivial. « Oh, elle me serre un peu, j'ai dû prendre un peu de poids, ou c'est peut-être la chaleur. Je l'emmènerai chez le bijoutier cette semaine pour la faire ajuster. » L'explication semblait logique. Nathan hocha la tête et n'y pensa plus. Mais une semaine plus tard, l'alliance n'était toujours pas revenue. Il aborda de nouveau le sujet au dîner. « Tu ne l'as pas encore déposée ?» Olivia soupira, une pointe d'irritation dans la voix. « Je n'ai pas eu le temps, Nathan. J'ai de grosses réunions avec des clients cette semaine. Et d'ailleurs, je ne veux pas la porter à ces rendez-vous. Ça aide pour les ventes si les clients ne savent pas que je suis marié. C'est juste une stratégie commerciale. » Nathan sentit un étrange malaise dans son estomac, quelque chose qu'il ne pouvait nommer. Une stratégie commerciale?
Oui, certains clients sont des hommes plus âgés, conservateurs. Si j'ai l'air disponible, ils sont plus attentifs et signent de plus gros contrats. C'est juste une question de professionnalisme. Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. Nathan voulut protester, dire que cela n'avait aucun sens, mais il ravala ses mots. Il ne voulait pas paraître possessif ou jaloux, alors il se contenta d'acquiescer et de changer de sujet. Mais la graine du doute était déjà plantée. Dans les jours qui suivirent, Nathan commença à remarquer d'autres choses. Olivia était constamment sur son téléphone, ses doigts glissant sur l'écran avec une urgence nouvelle. Elle riait à des messages qu'elle ne partageait jamais et posait toujours le téléphone face contre table dès qu'il s'approchait. Quand Nathan demandait « C'est qui ?», elle donnait des réponses vagues. « Juste le travail. Mon patron. Un client agaçant. » Un soir, alors qu'il regardait la télévision, son téléphone vibra 3 fois de suite. Olivia le prit, lut les messages et sourit d'une manière que Nathan ne lui avait pas vu adresser depuis des semaines. Elle se leva et alla dans la chambre, parlant à voix basse au téléphone pendant près d'une demi-heure. Quand elle revint, elle expliqua qu'il s'agissait d'une urgence professionnelle. Les voyages d'affaires devinrent également plus fréquents. Olivia avait toujours voyagé occasionnellement. Cela faisait partie de son travail. Mais maintenant, c'étaient des voyages de dernière minute, des week-ends entiers, des conférences dans des villes dont Nathan n'avait jamais entendu parler. Elle rentrait fatiguée et distante. Et chaque fois qu'il posait des questions sur ses déplacements, ses réponses étaient génériques et expéditives. Nathan essaya de se convaincre qu'il était paranoïaque. Peut-être que sa charge de travail avait vraiment augmenté. Peut-être était-il simplement en proie à l'insécurité. Puis vint la nuit qui changea tout. C'était un jeudi, presque minuit. Olivia s'était couchée tôt, prétextant un mal de tête. Nathan était resté en bas pour finir des croquis pour un projet commercial. Quand il monta enfin dans la chambre, il vit le téléphone d'Olivia briller sur la table de chevet. Elle dormait profondément, sa respiration lente et régulière. L'écran s'illumina avec une notification. Nathan ne voulait pas regarder. Vraiment pas. Mais quelque chose de plus fort que la raison l'attira. Le message venait de quelqu'un nommé Caleb. La journée d'aujourd'hui était parfaite. Je t'aime. Nathan sentit le monde s'effondrer. Ses mains tremblaient tandis qu'il prenait le téléphone. L'écran était toujours déverrouillé. Olivia avait oublié de mettre un code. Il ouvrit l'application de messagerie et commença à faire défiler. Ce qu'il vit dans les minutes qui suivirent brisa tout espoir d'un malentendu. Des mois de conversation, des centaines de messages. Caleb et Olivia s'écrivaient comme des amants, partageant une intimité profonde et secrète. Il y avait des photos, pas explicites, mais suffisamment intimes pour ne laisser aucun doute. Des bras entrelacés, des sourires complices, des baisers sur la joue qui étaient bien plus que de l'amitié. Les messages étaient romantiques, remplis de « Tu me manques »,« J'ai hâte de te voir »,« Tu es tout pour moi ». Il y avait des références à des rendez-vous à l'hôtel, des dîners dans des restaurants dont Nathan n'avait jamais entendu parler, des voyages qu'Olivia avait prétendument faits pour le travail, mais qui étaient clairement avec Caleb. Et puis Nathan trouva pire encore. Une conversation datant de 8 mois, 2 mois avant qu'il ne demande Olivia en mariage. Caleb avait demandé « Tu es sûr pour ce mariage ?» Et Olivia avait répondu « Ce n'est pas ce que je veux, mais je dois d'abord assurer ma stabilité financière.
Une fois que nous serons installés, je réglerai ça et nous serons ensemble pour de vrai. Nathan relut le message 3 fois, incapable de comprendre pleinement ce qu'il voyait. Olivia l'avait épousé en sachant qu'elle le trompait. Pire, elle l'avait épousé dans le cadre d'un plan. Elle voulait accéder à ses biens, à sa sécurité financière, avant de passer à l'homme qu'elle aimait vraiment. Nathan n'était qu'un moyen pour parvenir à ses fins. La colère le submergea comme une vague. Il voulut réveiller Olivia sur le champ, crier, exiger des réponses. Mais quelque chose le retint. Une voix froide et calculatrice en lui dit « Pas tout de suite. Si tu veux la justice, il te faut des preuves. Tu dois être intelligent. » Les mains toujours tremblantes, Nathan commença à faire des captures d'écran de tout, conversation, photos, dates, lieux. Il s'envoya tout par email, créant un dossier parfaitement organisé de preuves irréfutables. Puis, avec soin, il replaça le téléphone exactement où il l'avait trouvé et quitta la pièce. Il ne dormit pas cette nuit-là. Il resta dans le salon, l'esprit en ébullition, planifiant chaque étape à venir. Le lendemain matin, vendredi, Nathan passa à l'action. Dès qu'Olivia fut partie travailler, il appela un avocat spécialisé en divorce qu'un ami architecte lui avait recommandé. Il obtint un rendez-vous d'urgence pour l'après-midi même. Puis, il engagea un détective privé. Il devait connaître toute l'étendue de la liaison, où Caleb et Olivia se retrouvaient, à quelle fréquence, s'il y avait quelqu'un d'autre. Le détective, un homme d'une cinquantaine d'années aux yeux fatigués et à la voix rauque, accepta l'affaire et promit des résultats sous 48 heures. Nathan eut une autre idée. Olivia et lui partageaient un iPad qu'elle utilisait occasionnellement pour le travail. Nathan connaissait le mot de passe. Il installa une application de surveillance discrète qui lui donnerait un accès à distance aux emails et aux messages de l'appareil. C'était intrusif, peut-être même illégal, mais Nathan n'en avait plus cure. Il lui fallait toute la vérité. Ce vendredi après-midi, Nathan rencontra l'avocat. Il lui montra toutes les preuves et expliqua la situation. L'avocat, un homme nommé Gregory Fletcher, examina tout avec une expression grave. « C'est sérieux ?» dit finalement Gregory. « Nous avons la preuve formelle d'un adultère et, plus important encore, la preuve qu'elle a contracté ce mariage de mauvaise foi. Dans le Colorado, cela pourrait affecter de manière significative le partage des biens. Si nous pouvons prouver la fraude maritale, vous pourriez vous en sortir en conservant la plupart de ce qui vous appartenait avant le mariage. Et les biens acquis pendant le mariage? Demanda Nathan. Vous n'êtes marié que depuis quelques mois. La maison vous appartenait avant, n'est-ce pas? Et l'agence d'architecture aussi? Oui, tout ce que nous avons en commun, ce sont des meubles, nos comptes bancaires fusionnés et sa voiture que j'ai aidé à financer. Grégory hocha la tête. Alors nous sommes en position de force. Mais il faudra que vous continuiez à rassembler des preuves. Plus nous en aurons, mieux ce sera. Pendant le week-end, Nathan fit exactement cela. Le détective travailla vite et, le dimanche matin, envoya son premier rapport. Il y avait des photos d'Olivia et Caleb entrant dans un hôtel de charme à Lodo, un quartier branché de Denver. Des clichés d'eux se promenant main dans la main dans Washington Park. Une courte vidéo, filmée de loin, du couple s'embrassant sur le parking du bureau d'Olivia. Le détective avait aussi trouvé des informations sur Caleb, 38 ans, travaillait également dans l'entreprise d'Olivia au développement de produits. Célibataire, pas d'enfant, vivait dans un appartement en location à Capitol Hill. Mais c'est l'iPad partagé qui révéla la vérité la plus dévastatrice.
Nathan accéda à distance au email d'Olivia et trouva un échange avec Caleb datant de 9 mois, juste un mois avant que Nathan ne la demande en mariage. L'objet de l'email était nos plans. Caleb écrivait: Je sais que tu dois faire ça pour ta sécurité, mais ce sera difficile de te voir épouser un autre homme. Promets-moi qu'une fois les choses calmées, nous serons vraiment ensemble. Et Olivia répondait: Je te le promets. Nathan est quelqu'un de bien, mais c'est tout ce qu'il est. Bien, rassurant. C'est toi que j'aime vraiment. J'ai juste besoin d'un an ou deux pour assurer ma stabilité financière, peut-être avoir accès à ses investissements et à ses biens. Ensuite, on mettra fin à tout ça et on commencera notre vraie vie. Fais-moi confiance. Nathan lut cela assis dans son bureau à la maison, un dimanche soir, pendant qu'Olivia regardait une émission dans le salon. Il sentit quelque chose se briser en lui. Pas son cœur, car il était déjà en miettes. C'était quelque chose de plus profond. L'image qu'il avait de lui-même, de son jugement, de sa capacité à faire confiance. Il avait été un idiot, un parfait idiot. Mais la tristesse laissa rapidement place à un calcul froid. Nathan n'allait pas simplement divorcer. Il allait s'assurer que Olivia et Caleb paient pour chaque mensonge, chaque manipulation, chaque moment d'humiliation qu'il lui avait infligé. Le lundi matin, Nathan appela le détective avec de nouvelles instructions. J'ai besoin que vous trouviez tout sur Caleb. Où il travaille, son historique professionnel, s'il voit quelqu'un d'autre, une petite amie, une ex-femme, n'importe quoi. Le détective revint avec des réponses en quelques heures. L'entreprise où travaillaient Olivia et Caleb avait une politique stricte contre les relations amoureuses non déclarées entre employés du même département ou travaillant sur des projets communs. Olivia et Caleb avaient collaboré sur au moins 3 projets au cours de la dernière année. Si les ressources humaines l'apprenaient, ils seraient tous les deux dans de sales drops. Licenciement possible, perte des bonus, une tâche permanente sur leur dossier professionnel. Nathan sourit pour la première fois depuis des jours. Il avait un plan. Le mercredi suivant, Nathan mit son plan à exécution. Le matin, il appela Olivia et lui proposa un déjeuner surprise dans l'un de leurs restaurants préférés, un charmant établissement du quartier des Highlands avec vue sur les montagnes. Olivia sembla sincèrement surprise et touchée par l'idée. Bien sûr, c'est si gentil de ta part, Nathan. Midi. Parfait. Je t'aime, dit-il, les mots ayant un goût de cendre. Je t'aime aussi, répondit-elle, et Nathan raccrocha avant que la bile ne lui monte à la gorge. Puis, il passa un autre appel. Il avait obtenu le numéro de Caleb par le détective et, se faisant passer pour un recruteur d'une grande entreprise, il organisa un déjeuner d'affaires pour discuter d'une opportunité de carrière exceptionnelle. Caleb, ambitieux et sans méfiance, accepta immédiatement. Le lieu, le même restaurant. L'heure, midi. Quand Nathan arriva au restaurant à 11h45, son cœur battait la chamade, mais son esprit était clair. Il réserva une table au milieu de la salle, bien en vue, commanda une eau pétillante et attendit. Olivia arriva la première, toujours ponctuelle, vêtue d'une robe bleue que Nathan lui avait achetée des mois plus tôt. Elle sourit en le voyant, s'approcha et se pencha pour l'embrasser. Nathan répondit machinalement. C'est tellement romantique, dit-elle en s'asseyant. J'avais vraiment besoin d'un moment comme ça avec toi. Avant que Nathan ne puisse répondre, il vit Caleb entrer. L'homme regarda autour de lui, cherchant manifestement quelqu'un.
Nathan leva subtilement la main. Caleb se dirigea vers la table, puis s'arrêta net. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Olivia. Son visage devint instantanément blême. Caleb, dit calmement Nathan en désignant la chaise vide à côté d'Olivia. Merci d'être venu. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Caleb se figea. Olivia semblait incapable de respirer. Nathan continua avec un calme glacial qui le surprenait lui-même. J'imagine que vous êtes tous les deux confus, dit Nathan en ouvrant un dossier qu'il avait apporté. Laissez-moi clarifier les choses. Caleb, il n'y a pas d'offre d'emploi. Vous êtes ici parce que je voulais que cette conversation ait lieu en personne, avec vous deux. Nathan, qu'est-ce que... commença Olivia, la voix tremblante. Laisse-moi finir. Il posa une pile de papiers sur la table. Les photos du détective, Olivia et Caleb à l'hôtel, dans le parc, s'embrassant. Des captures d'écran de leurs messages, y compris ceux où le mariage était un tremplin. Des copies des emails échangés des mois avant la cérémonie. Et par-dessus tout, la demande de divorce déjà déposée. Le silence à la table était assourdissant. Olivia fixait les documents comme s'il s'agissait de serpents venimeux. Caleb recula d'un pas, le visage rouge. « Nathan, je peux expliquer, tenta-t-elle à nouveau. Inutile, la coupa Nathan. Tout est là. Des mois de trahison, un mariage bâti sur le mensonge et la manipulation. Tu m'as épousé pour avoir accès à mes biens, en prévoyant de divorcer une fois que tu aurais obtenu ce que tu voulais. Les explications ne m'intéressent pas. Ce sont les conséquences qui m'intéressent. Il se tourna vers Caleb. Et vous, vous saviez qu'elle était mariée. Vous avez sciemment participé à tout ça. Vous avez travaillé ensemble, en violation des politiques de votre entreprise. Félicitations. Caleb ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Olivia se mit à pleurer, des larmes silencieuses coulant sur son visage. S'il te plaît, Nathan, j'ai fait une terrible erreur, mais Tu n'as pas fait d'erreur, dit Nathan, sa voix tranchante comme du verre. Une erreur, c'est oublier un anniversaire. Une erreur, c'est se disputer pour une bêtise. Toi, tu as planifié tout ça. Tu m'as trompé, tu m'as épousé en sachant que tu mentais, et tu as continué à me trahir pendant que je croyais chaque mot que tu disais. Ce n'est pas une erreur, c'est une trahison préméditée. Il se leva en ramassant son dossier. J'ai demandé le divorce lundi pour adultère et fraude maritale. Dans le Colorado, cela signifie que le partage des biens sera largement en ma faveur. La maison, l'agence, les investissements, tout ce qui était à moi avant le reste à moi. Tu repars avec ce que tu as apporté. Ah, et cette voiture que j'ai aidé à financer. J'espère que tu pourras assumer les mensualités toute seule. Nathan regarda Caleb. Et vous, imaginez ma surprise quand j'ai découvert que votre entreprise avait des politiques très strictes sur les relations non déclarées. J'ai déjà envoyé toutes ces preuves aux ressources humaines. J'espère que cette liaison valait votre carrière. Olivia sanglota bruyamment. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je vais perdre mon travail, ma carrière. Tu aurais dû y penser plus tôt, dit Nathan en se tournant pour partir. Puis il s'arrêta et regarda Caleb. Au fait, elle est toute à toi maintenant. Bonne chance avec quelqu'un qui se marie pour l'argent et ment si facilement. Si elle m'a fait ça, elle te le fera aussi. Profitez bien de votre déjeuner. Sur ces mots, Nathan quitta le restaurant, laissant derrière lui deux personnes anéanties et la vie qu'il avait bâtie sur des mensonges. Dans les semaines qui suivirent,
Tout s'effondra pour Olivia et Caleb. Les ressources humaines lancèrent une enquête interne immédiate. Bien qu'ils aient tous deux tenté de prétendre que leur relation avait commencé après le mariage d'Olivia, un mensonge que Nathan réfuta facilement avec des preuves datées, l'entreprise adopta une position ferme. Olivia fut licenciée pour violation du code de conduite et pour avoir utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Caleb reçut une suspension de 3 mois sans solde et fut muté à la succursale de Salt Lake City, un véritable exil professionnel. Le divorce fut rapide. L'avocat de Nathan tint ses promesses. Avec la preuve de la fraude maritale, le juge statua qu'Olivia n'avait aucun droit sur les biens importants de Nathan. Elle garda ses vêtements, quelques meubles qu'elle avait apportés, et la voiture désormais entièrement à sa charge. Financièrement, le mariage fut traité comme s'il n'avait jamais vraiment existé. Mais Nathan ne s'arrêta pas là. Il partagea stratégiquement la vérité avec des personnes clés de leurs cercles sociaux, non par méchanceté, mais en répondant honnêtement lorsque des amis l'interrogeaient sur ce divorce soudain. J'ai découvert qu'elle me trompait depuis avant même notre mariage. Tout était planifié. La nouvelle se répandit naturellement. Olivia, qui avait toujours été fière de son image de femme réussie et digne de confiance, vit sa réputation sociale s'effondrer. Les amis communs prirent le parti de Nathan. Les invitations aux événements cessèrent. La relation entre Olivia et Caleb, ce grand amour qui devait tout justifier, ne survécut pas à la réalité. Sans emploi stable, sans argent, sans la maison de Cherry Creek qu'elle avait imaginé partager un jour avec Caleb, le fantasme se dissipa. Caleb, isolé à Salt Lake City, commença à voir Olivia non pas comme la femme de ses rêves, mais comme la cause de la ruine de sa carrière. Ils rompirent 3 mois après la confrontation au restaurant, lors d'une dispute téléphonique amère, pleine d'accusations mutuelles. Pendant ce temps, Nathan entama le long processus de reconstruction. Il vendit la maison de Cherry Creek, qui contenait trop de souvenirs douloureux, et acheta un loft moderne dans le quartier des Arts de Reno, à Denver. Un espace industriel reconverti avec de hauts plafonds et beaucoup de lumière naturelle. Il se jeta dans le travail, acceptant des projets qu'il avait auparavant refusés par manque de temps. Son agence d'architecture prospéra. Il retourna également en thérapie, une chose qu'il avait abandonnée des années plus tôt, et réalisa que parler de la trahison, digérer la douleur, était essentiel pour ne pas la laisser le définir. 6 mois après le divorce, Nathan recommença à fréquenter des femmes sans chercher rien de sérieux, juste pour se rappeler que la vie existait au-delà de la trahison. Il voyagea en Islande, en Nouvelle-Zélande, des endroits qu'il avait toujours voulu voir. Il reprit ses anciens passe-temps, retourna à l'escalade dans les Rocheuses, acheta une nouvelle guitare et recommença à prendre des leçons. Puis, de manière inattendue, il rencontra René. C'était lors d'une exposition d'art contemporain à Wino, un événement auquel Nathan s'était rendu seul, simplement pour apprécier la créativité et la beauté. Renée était une photographe indépendante de quelques années sa cadette. Elle avait les cheveux bruns et courts, et un regard qui s'attardait vraiment sur vous lorsque vous parliez. Leur conversation s'était engagée devant une installation lumineuse et s'était poursuivie ininterrompue pendant 2 heures. Sans hâte, sans pression, simplement une connexion authentique, nourrie par des échanges sincères et des passions communes. Il fallut 3 mois à Nathan pour se sentir prêt à parler de relations. Et même alors, les cicatrices étaient toujours là.
Il était devenu plus prudent, plus attentif aux signes, moins enclin à s'abandonner sans avoir d'abord bâti une confiance solide. Mais Renée était patiente. Elle comprenait que Nathan portait des blessures qui exigeaient du temps pour guérir. 1 an après la confrontation au restaurant, Nathan était un autre homme. Pas seulement géographiquement, dans son nouveau loft et sa vie réorganisée, mais aussi émotionnellement. Il avait tiré de dures leçons sur la confiance, sur les limites de la naïveté et sur l'importance d'agir vite quand quelque chose ne va pas. Il avait compris que des signes subtils, une alliance manquante, des excuses incohérentes, un regard qui vous fuit, pouvaient cacher des trahisons monumentales, et qu'ignorer son instinct pouvait coûter très cher. Mais plus important encore, Nathan avait appris qu'avoir été trompé ne faisait pas de lui un être faible ou stupide. Il avait simplement été humain, vulnérable, ouvert à l'amour. Et lorsqu'il avait découvert la vérité, il avait agi avec intelligence. Il avait rassemblé des preuves, protégé ses intérêts et s'était assuré que justice soit faite. Il avait refusé le rôle de la victime passive. Il avait repris le contrôle de sa propre histoire. Un après-midi d'automne, Nathan se trouvait dans son loft avec Renée. Ils travaillaient côte à côte, lui sur de nouveaux projets d'architecture, elle sur le montage de photos d'une série sur les paysages urbains. Renée tendit la main et toucha la sienne. Un geste simple, naturel. Le regard de Nathan se posa sur sa main et il remarqua une simple bague en argent qu'elle portait à l'index. Ce n'était pas une alliance, mais un bijou ayant appartenu à sa grand-mère, un objet qu'elle portait chaque jour avec fierté. « Tu la portes tout le temps », fit remarquer Nathan. Renée sourit. « Bien sûr, c'était celle de ma grand-mère. Elle disait toujours que les symboles sont importants, que lorsqu'on porte quelque chose qui représente un engagement envers une personne, des souvenirs, des valeurs, on ne l'enlève pas juste parce que c'est inconfortable ou qu'on veut le cacher. On le porte parce que ça a un sens. » Nathan hocha lentement la tête, sentant un poids ancien se dissoudre enfin. « Les symboles sont vraiment importants, » dit-il à voix basse. Et pour la première fois depuis qu'il avait vu la main gauche nue d'Olivia des mois plus tôt, Nathan sentit qu'il pouvait à nouveau faire confiance. Pas aveuglément, pas naïvement, mais les yeux ouverts et le cœur protégé par une sagesse durement acquise. Il avait survécu à la tempête. Il s'était retrouvé. Et maintenant, enfin, il était prêt à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de vrai. La leçon était claire, gravée dans chaque décision qu'il avait prise depuis cette nuit dévastatrice. Quand les signes apparaissent, une bague manquante, des excuses qui ne tiennent pas, un regard qui vous fuit, ne les ignorez pas. Enquêtez, agissez, protégez-vous. Car celui qui agit vite, avec intelligence et courage, ne fait pas que survivre à la trahison. Il la transforme en liberté, en un nouveau départ, en une seconde chance de vivre une vie authentique et épanouie. Et Nathan Pierce, debout dans son loft, baigné par la lumière de fin d'après-midi, aux côtés d'une femme qui portait fièrement ses bijoux, comprit enfin qu'il avait fait exactement cela. Il avait transformé la pire trahison de sa vie en sa plus grande opportunité de reconstruction. Et ça, au final, c'était la plus belle des revanches. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouveauté. À la prochaine fois.